Donc effectivement, je dis Monsieur le Président, puisque c'est la pratique, mais Frédéric est un vieil ami, et je dois le dire publiquement, parce que cela compensera peut-être un peu ma faute. Je dois dire que ces derniers temps, je n'ai pas été d'une fidélité, rassurez-vous, intellectuelle, oui, mais je n'ai pas toujours été aussi disponible que l'amitié aurait dû me conduire à l'être, et donc par conséquent, je te présente donc publiquement toutes mes excuses. C'est la moindre des choses. Alors, une petite précision concernant mon intervention et ce colloque. C'est vrai que je suis associé à la conception de ce colloque, au concept originel des actes de terrorisme, de terreur, oui, des actes de terrorisme aux politiques de terreur, mais il faut bien le dire, ceux qui ont véritablement organisé ce colloque, c'est Thomas Siré, avec la collaboration de Stamatios pour la partie de l'Institut de criminologie. Je ne suis d'une certaine manière que dans l'organisation concrète que la 5e roue du carrosse ou la 4e roue de la Trabant, comme vous voulez. Et puis je crois qu'il faut aussi remercier, même si on ne le voit pas, celui qui matériellement a permis la venue de nos différents conférenciers, c'est Monsieur Julien Dupont, qui, je crois, fait très très bien les choses, en étant un de ceux qui, dans cette maison, est le plus actif et le plus submergé de travail. Alors venons-en quand même maintenant au sujet que Thomas Siré m'a proposé, c'est-à-dire en fait dans la réalité imposée. Je l'ai accepté et j'ai péché par orgueil, parce que j'ai cru que c'était un sujet dans le fond assez facile. Et puis, vous le savez, quand on essaye de travailler, d'approfondir quelque chose, on s'aperçoit assez vite que dans le fond, eh bien, c'est peut-être plus compliqué qu'on ne l'avait imaginé au départ. Et donc, par conséquent, je vous demande une certaine indulgence. Je vais vous présenter aujourd'hui une première mouture, une première ébauche de l'analyse de ce phénomène. J'espère que lors de la publication des actes, j'aurai suffisamment avancé pour proposer quelque chose, je dirais, d'encore plus abouti. Pour l'heure, je pense tout de même que la trame générale de mon papier sera la même que celle de mon exposé. Alors, le terrorisme intellectuel et de manière plus générale, vous le savez bien, la manipulation par l'art oratoire, par la rhétorique, ne date pas d'aujourd'hui. Il est communément rappelé, n'est-ce pas, que les sophistes ne prêtaient guère attention à la vérité et préféraient l'efficacité du discours, ou encore que, eh bien, Montaigne a pu parler de tyrannie parlière. Bon. Cependant, les conditions politiques et sociales contemporaines ont tout de même changé assez radicalement la donne, me semble-t-il. Apparition et diffusion des médias de masse, constatation, voire fabrication, je ne le traiterai pas ici, mais les thèses de Bourdieu et des élèves de Bourdieu sur ce point me paraissent extrêmement intéressantes, constatation, voire fabrication de l'opinion publique. Un certain nombre de questions sous-jacentes au sujet peuvent être inventoriées. Par exemple, on pourrait se poser la question, c'est une des difficultés du sujet, le terrorisme intellectuel n'est-il qu'un moyen ayant des conséquences ou a-t-il une finalité? Le terrorisme intellectuel est-il une ambiance? Je n'ai pas trouvé d'autres termes plus adéquats pour l'instant, mais j'en trouverai un meilleur. Est-il une ambiance, une situation apparue sans être véritablement recherchée, ou est-il le résultat d'un acte délibéré, d'une construction délibérée? Il nous faut donc, si vous le voulez bien, essayer d'étudier plusieurs points. Le premier, ce sera les conditions, les mécanismes et les conditions de fonctionnement du terrorisme intellectuel. Mais il faut aussi s'interroger, si vous le voulez bien, sur sa signification globale. Peut-il favoriser l'émergence, sinon d'un régime, du moins d'un système de type totalitaire? Le fonctionnement du terrorisme intellectuel, cela suppose de s'appuyer sur deux questions, deux points. D'abord, les techniques du terrorisme intellectuel, et puis ensuite les conditions favorisant l'épanouissement de celui-ci. Les mécanismes, eh bien, ils ont été travaillés, et c'est quelque chose qui me paraissait assez simple à
étudier et à présenter. Et dans le fond, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont fait des études parcellaires et qu'il est assez difficile d'essayer de les ramasser. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette étape de l'analyse. La propagande, et en particulier la propagande d'État, a été étudiée, en particulier dans le cadre des régimes totalitaires, puisqu'on le sait, elle est un des moyens de contrôle de la société par l'État. Mais le terrorisme intellectuel, me semble-t-il en tout cas, a été présenté par les analystes comme étant une des possibilités, une des manifestations dans le cadre de sociétés qui sont a priori démocratiques et dans lesquelles le débat politique est supposé libre et équilibré. Il s'inscrit donc dans les analyses que j'ai consultées parmi les diverses stratégies de manipulation de l'opinion publique, mises au jour notamment, vous le savez, par l'un des plus intéressants, je dirais, intellectuels nord-américains d'aujourd'hui, le linguiste Noam Chomsky. Parmi celles-ci, donc parmi ces méthodes de manipulation de l'opinion, il est possible de relever la diversion et l'infantilisation des citoyens. L'infantilisation donc consiste en un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes, ce qui permet de détourner l'attention du public des problèmes fondamentaux. En complément, la divulgation par étapes d'une idée ou d'une mesure politique facilite son acceptation progressive par l'opinion publique qui aurait pu être de prime abord heurtée. La seconde méthode, c'est-à-dire la diversion, l'infantilisation des citoyens. Donc la seconde, l'infantilisation des citoyens, se manifeste par le niveau qualitativement bas des discours, tant politiques que publicitaires, limite le sens critique De même, les modèles sociaux débilitants mis en exergue, les fameux people, n'est-ce pas, favorisent la complaisance dans l'ignorance. Le terrorisme intellectuel, dont le politiquement correct est une forme édulcorée et qui n'est, dans le fond, me semble-t-il, qu'un des, je dirais, instruments, étant entendu que le politiquement correct aux États-Unis, au départ, ça n'est que simplement la modération du discours. Dans le cadre, je dirais, d'un État comme les États-Unis, où il y a le premier amendement, et où donc a priori il n'y a pas, hormis les appels au meurtre évidemment, d'opinions qui soient des délits, le politiquement correct, ça n'est au départ, dans le fond, que le fait de modérer la formulation de certaines idées. Bon, et ce n'est que plus tard, et me semble-t-il surtout dans les pays européens, que le politiquement correct est devenu quelque chose de véritablement péjoratif et de prégnant. En tout cas, le terrorisme intellectuel vise à manipuler les esprits. Il consiste dans une pratique empêchant l'expression et la diffusion d'idées considérées comme étant malséantes. Les méthodes du terrorisme intellectuel peuvent être résumées ainsi. D'abord, il y a, je crois, l'intimidation de l'adversaire par l'invocation de tabous moraux, même si le discours terroriste s'inscrit dans le cadre d'une pensée qui se veut matérialiste, c'est quand même une morale qui est invoquée pour limiter le discours adverse. Donc, l'intimidation, premièrement. Deuxièmement, la disqualification intellectuelle de l'adversaire par le recours à l'argument d'autorité, la position combattue étant présentée comme étant simpliste, dépourvue de fondement ou inapplicable concrètement. Par exemple, c'est l'accusation de fascisme pendant la guerre froide, y compris contre Charles de Gaulle, par exemple, ou, me semble-t-il, aujourd'hui, l'utilisation du terme présenté comme péjoratif de populisme depuis donc la disparition du bloc soviétique. Troisième méthode, l'isolement de l'adversaire par une présentation manichéenne des enjeux. Les neutres sont contraints de se coaliser contre lui sous peine d'y être assimilés. Autre manipulation, autre moyen, autre technique du terrorisme intellectuel, la diabolisation de l'adversaire par la véhémence du discours, technique de l'amalgame, de la reductio ad Hitlerum, expression forgée, vous le savez, par le philosophe, alors extrêmement important, le philosophe américain
Léo Strauss, réduction ad litterum, évidemment, qui rend impossible toute discussion sur le fond. Dans ce cadre-là, n'est-ce pas, de la disqualification, on peut penser notamment, et parmi les ouvrages que j'ai consultés, il y a notamment un petit essai publié en 1958 par le philosophe, je dois dire, pas forcément, dont je ne comprends malheureusement pas tout. Jean-Marc Joubert serait sans doute plus légitime pour en parler que moi, mais c'est le philosophe Pierre Boutan. Et Pierre Boutan, dans un ouvrage qui s'appelle « La terreur en question », publié en 1958, mettait en exergue un mécanisme de retournement accusatoire, hein, la terreur morale permettant d'une certaine manière de justifier sa propre terreur militaire en dénonçant, en l'occurrence c'était la question invoquée dans ce texte, la torture pratiquée par l'adversaire, alors que celle-ci n'était, d'après Boutan, que la réponse à la terreur, à la première terreur. Bien. En tout cas, l'efficacité du discours terroriste s'explique par deux principales raisons, l'une psychologique, l'autre matérielle. L'appel aux passions et aux bons sentiments court-circuite l'analyse rationnelle, alors qu'un discours nuancé et complexe, évidemment, est plus difficilement compréhensible. Et puis deuxièmement, il y a l'investissement dans les lieux stratégiques du corps social, éducation, médias, qui facilite la diffusion et l'implantation du discours, car l'exercice des responsabilités politiques passe par la prise préalable, on le sait bien depuis Gramsci, du pouvoir culturel. La terreur, donc, arme révolutionnaire, abolit les lois de la guerre, le terrorisme intellectuel abolit les lois de la loyauté intellectuelle. Et donc il faut maintenant, je crois, s'interroger sur les conditions qui, aujourd'hui, semblent faciliter la prospérité du terrorisme intellectuel. Il me semble que l'on peut déjà en dégager deux pour l'instant. Premièrement, le glissement du sens des mots, et deuxièmement, ce que je traiterai de manière peut-être un peu plus longue, la question de la réduction de l'espace public commun. La transformation du sens des mots, bon, vous connaissez tous évidemment le concept de novlangue qui a été créé par George Orwell dans 1984, paru en 1949. Cette manipulation du sens des mots, ce glissement du sens des mots, eh bien, est évidemment quelque chose qui permet eh bien, d'orienter les esprits. Or, il me semble qu'effectivement, on constate qu'il y a un certain nombre de termes qui ont connu un glissement, une transformation radicale de leur sens. Alors, si on prend par exemple les XVIIe et XVIIIe siècles, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, l'arbitraire, qui était un terme positif, l'arbitraire du juge, le pouvoir d'arbitrage du juge, est devenu quelque chose de péjoratif, de négatif. Il me semble que dans la seconde moitié du XXe siècle, et sans doute évidemment en raison évidemment des événements politiques et militaires que le siècle a connus, il y a un terme qui a complètement changé de sens, ou du moins qui a glissé dans son sens, c'est le terme de discrimination, qui signifiait, qui était quelque chose de positif. Hein. Discriminer, c'était le principe même de la justice rétributive dans la pensée classique aristotélo-thomiste. C'était donc le fait de discerner, de distinguer. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, la discrimination, c'est quelque chose qui eh bien, signifie le fait d'exclure, le fait de commettre eh bien, une ségrégation. Et c'est ce sens-là, bien sûr, qui a été retenu dans la législation, que ce soit les lois Pleven de 72 ou Perben de 2004 sur les diverses discriminations au regard de l'orientation sexuelle ou de l'appartenance ethnique, etc. Deuxième point que je veux traiter un tout petit peu plus longuement, c'est la réduction de l'espace public et donc, du coup, par contre-coup, de l'espace public commun, et par contre-coup de la liberté d'expression, hein, qui est à la fois donc une conséquence et une condition favorable à l'épanouissement du terrorisme intellectuel. L'espace de la liberté d'expression se réduit, me semble-t-il, peu à peu, comme une peau de chagrin, d'une certaine manière, au fur et à mesure qu'un certain nombre de groupes
organisés ou non en groupe de pression, disposant ou non d'ailleurs de véritables lobbies, en tout cas arrivent à s'imposer dans le débat public et réussissent, sinon des jurés, du moins de facto, grâce à la matraque intellectuelle justement, de l'interdiction de la phobie, à rendre illégitime toute critique de leurs revendications. La discussion de l'acte est assimilée à une stigmatisation de l'être, une édulcoration, voire une négation de l'humanité de celui qui exhibe une caractéristique particulière, que celle-ci soit d'ordre ethnique, religieux, sexuel ou autre. Exacerbation, n'est-ce pas, une caractéristique particulière sur laquelle il exige que lui soient donc reconnus des droits. L'extension de plusieurs périmètres particuliers de victimation, juxtaposés les uns aux autres, ne peut donc que conduire à la réduction de l'espace public commun. Pour toute une série de thèmes, une communauté, je ne discuterai pas de la différence entre une communauté naturelle et le communautarisme qui, pour ma part, m'apparaît comme étant une construction artificielle, mais enfin, en tout cas, un certain nombre de communautés exigent de ne pas être offensées, mais sans jamais d'ailleurs se demander si, pour chacune d'entre elles, elles ne sont pas elles-mêmes, par leurs prétentions qu'elles présentent, eh bien, des offenseurs. Les porte-paroles de ces différentes communautés manifestent, me semble-t-il, une évidente incapacité à l'introspection et encore moins à l'abnégation. Leur ego les conduit inéluctablement à une culpabilisation de l'autre. Chacun s'auto-attribue les qualités de non-violence et de tolérance qui, par conséquent, sont automatiquement refusées au contradicteur, qui n'a pas d'autre possibilité, par conséquent, que de tâcher, évidemment, de se défendre, mais aussi, et peut-être surtout, de se disculper d'accusations infamantes. Ce qui me paraît significatif et extrêmement intéressant ou inquiétant dans la situation, c'est que là, il ne s'agit même plus d'un débat sur les actes ou sur les idées, mais en raison de la... mais qu'il s'agit d'un débat sur l'être, c'est-à-dire que la critique de l'acte est considérée comme étant une accusation ou une mise en accusation de l'être. Alors, que proposent ces communautaristes? Ce n'est pas vraiment le sujet, mais ça me permet effectivement de faire le lien avec l'idée du terrorisme intellectuel. Eh bien, dans le fond, ça aboutirait, si tous étaient écoutés, eh bien, à la réduction du corps social, à une agrégation de particularismes, détruisant la cohérence du global, la cohérence globale, dans laquelle pourtant, eh bien, ces différents communautarismes se sont développés et de laquelle ils se sont nourris. Intrinsèquement impérialiste, chacune de ces communautés ou chacun de ces communautarismes espère, une fois l'ordre traditionnel ou l'ordre en place détruit, se substituer à lui. Il est désormais bien loin le temps où était revendiqué le droit à l'indifférence. Désormais, c'est un droit à la différence qui est exigé, en attendant qu'un droit différent soit imposé à tous. Alors, la puissance publique, évidemment, n'est peut-être pas le principal acteur du terrorisme intellectuel, et c'est en cela, me semble-t-il, que c'est un phénomène intéressant. C'est à la fois un phénomène qui vient donc du haut, parfois quand il vient de l'État, mais qui vient aussi du bas lorsqu'il vient d'acteurs de la société civile. Mais elle est en fait parfois, cette puissance publique, le complice en accédant aux revendications des acteurs premiers du terrorisme intellectuel. Venons-en, si vous le voulez bien, au deuxième point, qui est est-ce que ce terrorisme intellectuel peut être ou non interprété comme étant un système? Individuellement, le terrorisme intellectuel est utilisé de manière délibérée. Ça, je crois qu'il y a peu de doute là-dessus, à moins qu'une personne, je dirais, n'utilise des méthodes rhétoriques sans même s'en apercevoir. En revanche, collectivement, le terrorisme intellectuel conduit à un système qui n'est peut-être pas prémédité. C'est ce que je vais vous proposer d'étudier dans un premier point en faisant une comparaison avec la pensée d'un auteur un peu oublié aujourd'hui, mais qui a été un grand historien du droit. Il n'en demeure pas moins que le terrorisme intellectuel a pour conséquence inéluctable de favoriser l'émergence d'une forme de totalitarisme. C'est ce que j'évoquerai dans le deuxième point.
Le premier point, donc le modèle ellulien, c'est Jacques Ellul auquel je faisais allusion, du système technicien. Le terrorisme intellectuel est peut-être, c'est l'hypothèse que je propose ici, elle me semble assez convaincante, mais il faut encore travailler sur la question, le terrorisme intellectuel est au monde des idées et des valeurs, ce que Jacques Ellul a analysé dans l'ordre social global, c'est-à-dire ce qu'il a appelé le système technicien dont je vous signale que l'un des premières personnalités mondiales à s'être intéressé à cette analyse n'est autre que George Orwell. Il mourra quelque temps après, mais il avait vu les débuts des travaux de Jacques Ellul. La technique peut être définie comme l'ensemble des moyens, objets, savoir-faire, mis en œuvre par l'homme dans un but utilitaire. La technique n'est pas seulement un intermédiaire entre l'homme et la nature, elle est devenue un système autonome, c'est ce que essaye de démontrer Ellul, fonctionnant selon ses propres lois et exerçant, et c'est pour cela que je me propose de faire cette comparaison, l'expression est de lui, un terrorisme feutré. Contre la thèse communément admise de la neutralité de la technique, seul le but recherché par l'utilisateur de la technique, seul l'usage fait de la technique serait ou non moral, Ellul fait valoir que la technique est en fait ambivalente. Elle est à la fois bonne et mauvaise, qu'elle contient en elle des effets positifs ou négatifs qui sont difficilement dissociables. La technique contient des potentialités indépendantes des fins, initialement poursuivies, envisagées par ceux qui ont pensé cette avancée technique. Toute technique est une puissance d'action susceptible d'être appliquée à des buts qui n'avaient pas été envisagés par les créateurs initiaux. Selon la loi de Gabor, du nom du physicien hongrois Denis Gabor, tout ce qui est techniquement réalisable sera tôt ou tard mis en œuvre. La technique sera inéluctablement appliquée au maximum de domaines, même ceux qui n'étaient pas à l'origine prévus pour elle. Ellul affirme qu'il est impossible de distinguer les bons et mauvais usages de la technique, car celle-ci est devenue un milieu environnant, un véritable système qui conditionne l'inconscient et le jugement des hommes. La technique est intégrée aux esprits. L'efficacité, la rentabilité ou la performance sont devenues la manière normale de concevoir le monde. La logique technicienne a colonisé toute la réflexion sociale, et ce d'autant plus que la technique se constitue, j'allais presque dire, si vous me le permettez, naturellement, en un système global. Si un individu peut maîtriser les effets d'un outil technique et en particulier en limiter les conséquences négatives en ne l'utilisant que dans un but moral, en revanche, comme toutes les techniques sont de plus en plus interdépendantes et indissociables, il ne suffit que de penser évidemment au fait que l'énergie, et notamment l'énergie électrique, est le point de convergence de toutes ces techniques, eh bien, s'est mis en place une logique du système technicien qui limite, voire interdit le choix pour l'individu de la finalité poursuivie dans l'usage qu'il fait de la technique. L'individu est pris dans une mécanique qui veut que la solution technique est toujours, j'allais dire systématiquement, privilégiée. Ainsi, la technique se développe-t-elle selon ses propres impératifs, la recherche du progrès dans une logique d'auto-accroissement que l'homme ne maîtrise pas, sans que personne ne l'ait véritablement décidé. La seule finalité du développement technique devient le développement lui-même. C'est la fameuse expression « on n'arrête pas le progrès ». Et c'est ce qui fait que les opposants, sinon au progrès en soi, du moins à ses conséquences considérées comme étant immorales ou injustes, sont considérés comme des rétrogrades. Voilà l'analyse proposée par Ellul. Alors il me semble qu'il y a, vous l'avez vu, un certain nombre de points qui correspondent exactement ou qui convergent avec ce que l'on a pu identifier comme étant le fonctionnement du terrorisme intellectuel. Dans le domaine des idées, comment le système technicien se manifeste-t-il ? Ou pour le dire autrement, est-il possible de transposer l'analyse ellulienne du système technicien dans le domaine des valeurs et des idées? Il me semble que deux notions peuvent être évoquées, que je ne vais pas développer, mais que je vais simplement évoquer. C'est la première, la notion de post-démocratie,
que l'on doit au Britannique Colin Crouch, et la notion de gouvernance. La post-démocratie, que dit-il? Eh bien, il y a toutes les apparences du débat, il y a toutes les apparences de la démocratie parce qu'il y a effectivement des élections, mais en fait, les décisions sont prises par des institutions supranationales et par des entreprises qu'auparavant on qualifiait de transnationales et qu'aujourd'hui on peut raisonnablement qualifier de anationales. Qu'est-ce que la gouvernance? On est encore plus avec l'idée de gouvernance dans la logique technicienne et dans ce qui conduit évidemment à intimider l'opinion publique de la part de l'État en leur disant vous n'avez pas à prendre position ou les positions que vous prenez sont des positions simplistes, etc. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la gouvernance? C'est l'élimination des choix politiques par, évidemment, oui, l'élimination des choix politiques sous prétexte qu'il n'y aurait que des mesures, que des solutions qui s'imposeraient par la science, qui s'imposeraient rationnellement. C'est l'élimination de la philosophie politique par, eh bien, l'impératif catégorique, si j'ose dire, de la technique. Alors, du coup, est-ce que l'on peut conclure, et c'est le dernier point, au fait qu'il y aurait une nature totalitaire sous-jacente du terrorisme intellectuel? C'est tout de même assez compliqué. Je n'évoquerai pour le coup qu'une partie, je reporterai à la publication d'autres éléments. Les motivations du terrorisme intellectuel, je crois qu'on peut essayer de les discerner. C'est d'abord un moyen de faire taire, d'intimider, de sidérer l'adversaire. Mais il consiste aussi, me semble-t-il, dans un second aspect des choses, en une idéologie visant à s'imposer. Les personnes qui l'utilisent, tant ceux qui visent à conquérir le pouvoir, terrorisme venant d'en bas, que ceux qui exercent le pouvoir, terrorisme venant d'en haut, considèrent être dans le sens de l'histoire, ou de la science, ou de la gouvernance. Cela légitime à leurs yeux les procédés utilisés, leurs adversaires étant condamnés par une inéluctable évolution du monde. Ces adversaires doivent donc être ridiculisés, exclus du débat, au mieux. Dans la mesure où l'on définit de manière minimale le totalitarisme comme l'instrumentalisation de la terreur, c'est vraiment une définition minimale parce qu'il faudrait théoriquement qu'il y ait d'autres éléments qui soient réunis, en particulier le parti-État, etc. Mais enfin, l'instrumentalisation de la terreur, puisque la puissance publique, n'est-ce pas, tolère, voire instrumentalise le terrorisme intellectuel, celui-ci peut être considéré comme une forme de totalitarisme. Deux niveaux dans le terrorisme intellectuel, deux niveaux. En tant que mécanisme rhétorique, il est un moyen pour décrédibiliser l'adversaire, pour ne pas avoir à débattre de ses idées, pour ne pas être confronté à ses arguments. Mais dans son contenu, il se révèle aussi être une fin permettant l'émergence d'un, j'utilise l'expression, elle est discutable, d'un totalitarisme mou, puisque le terrorisme intellectuel cherche à imposer une pensée unique, empêchant la réflexion, la pensée dissidente. Cette pensée unique n'est pas imposée par un parti-État tout-puissant, mais elle s'impose grâce à une sorte de consensus conformiste, certains groupes particuliers trouvant intérêt soit à pactiser avec l'État, soit à se complaire les uns avec les autres. Comme le système technicien d'Ellul, le système du terrorisme intellectuel se construit plus qu'il n'est délibérément construit, il se construit plus qu'il n'est délibérément construit, il s'auto-alimente. Qu'il se traduise par une autocensure des uns, intériorisation de la censure, de la menace, n'est-ce pas, peur de la marginalité sociale, ou qu'il se traduise par une surenchère permanente des autres, la fameuse concurrence victimaire, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple. Les sociétés occidentales voient la tenue régulière d'élections et ne connaissent pas de monopole d'État de la propagande, elles ne subissent pas de privation systématique des libertés ni de violences policières généralisées, tous les termes ont de l'importance, elles ne peuvent donc a priori pas être considérées comme une incarnation du totalitarisme. Et pourtant, il me semble que le terrorisme intellectuel nous permet d'avoir une grille de lecture, n'est-ce pas, qui laisse penser qu'il y aurait peut-être, n'est-ce pas, des éléments constitutifs
qui sont partiellement, au moins en place. Alors, je les inventorie, je termine là-dessus. Les personnes sont en perte de repères, que ce soit le multiculturalisme pour les uns ou que ce soit l'absence d'assimilation pour les autres. Et n'ayant pas de repères, étant en partie déracinées, eh bien, elles sont influençables. Je vous rappelle que le premier des critères du totalitarisme pour Hannah Arendt, c'est la désolation. Avant même qu'il y ait la propagande d'État, il faut qu'il y ait d'abord la désolation. Donc des gens évidemment manipulables. Deuxièmement, les corps sociaux sont atomisés et ne trouvent leur unité que grâce à la puissance publique qui distribue des prestations aux individus. Providentialisme, on voit que quand l'État ne distribue plus ou s'engage ou vise à ne plus distribuer, c'est la panique totale. Et donc des prestations ou des droits à certains groupes. La doxa officielle se prémunit de la concurrence. Par exemple, éviction de la religion de la sphère publique. C'est bon ou mauvais, ce n'est pas la question. Le fait est qu'on se prémunit de la concurrence et impose ses dogmes, ses propres valeurs d'État. La surveillance idéologique est évidemment diffuse, endoctrinement scolaire, uniformité médiatique. La puissance publique prétend avoir la légitimité d'intervenir dans tous les domaines. Réécriture de l'histoire, par exemple par les lois mémorielles, ou détermination de la nature humaine dans des débats récents et encore actuels. Tel est le règne de ce qu'il serait possible d'appeler, et encore une fois, je ne suis pas certain que l'expression soit parfaitement recevable, tant, je dirais, la comparaison avec des régimes génocidaires est tout de même délicate, mais que certains proposent d'appeler un totalitarisme mou. Je conclut. Le totalitarisme intellectuel est un phénomène, je crois, intéressant, dont j'ai proposé une première présentation, mais qui est sans doute incomplète, incontestablement. Il est à la fois susceptible de venir d'en bas et de venir d'en haut. Il est donc constitué à la fois d'actes de terreur et peut-être même d'une politique de terreur. Deuxième point saillant, nul besoin de complot pour qu'il y ait un terrorisme intellectuel. Comme le système technicien d'Ellul, le terrorisme intellectuel n'a pas besoin d'être pensé délibérément pour se mettre en place et même pour s'emballer. Troisième point, Ellul considérait que l'on ne peut pas maîtriser la technique de l'intérieur. On ne peut échapper au système technicien qu'en lui opposant quelque chose de l'extérieur. Et vous le savez qu'Ellul, outre le fait d'être un historien du droit, était théologien protestant, et lui, il proposait la transcendance. C'est pas mal comme solution, c'est pas mal. De même, on ne peut pas, me semble-t-il, échapper au terrorisme intellectuel qu'en lui opposant des références qui lui sont extérieures, parce qu'évidemment, si on raisonne à l'intérieur d'un système, on en est prisonnier. On doit lui opposer des références qui lui sont extérieures, en contestant d'une certaine manière la légitimité des concepts utilisés, en affrontant, par exemple, l'idéologie du progrès par le progrès, par l'affirmation pure et simple d'une pensée classique. Voilà où j'en suis arrivé dans mes réflexions, et j'espère que cela vous sera utile pour les vôtres. Merci de votre attention.